Il a signé les documents avec un sourire narquois, la plume en or de son stylo plume griffant bruyamment le papier qui mettait fin à nos 7 ans de mariage. Dehors, une tempête de neige inhabituelle s'abattait sur les parois de verre de la salle de conférence située au 60e étage d'une tour de la Défense, transformant la silhouette de Paris en un flou statique et blanc. À l'intérieur, le silence était absolu. Damien de Saint-Hubert ne m'a pas regardé. Il a consulté sa montre, un chronomètre lourd en platine qui coûtait plus cher que ma première voiture, et a immédiatement saisi son téléphone. Je savais exactement à qui il écrivait. Il envoyait un message à Léa pour leur week-end à Courchevel. « Voilà », a dit Damien, faisant glisser les papiers sur la table en acajou sans croiser mon regard. « C'est fait. Tu as 30 jours pour quitter l'appartement de l'avenue Montaigne, Céline. Je le mets en vente le mois prochain. Le marché est trop porteur pour le laisser vide. » Il s'est levé, ajustant sa cravate en soie, me regardant comme si j'étais un meuble déprécié qu'il envoyait enfin au garde-meuble. « Essaie de trouver quelque chose de plus petit, » a-t-il ajouté, sa voix dégoulinante d'une fausse pitié. « Peut-être un studio près de la Bibliothèque nationale. Cela correspond mieux à ta petite vie poussiéreuse. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment. Êtes-vous dans une ville sous la neige comme celle-ci ou quelque part au chaud? J'aimerais beaucoup voir qui nous suit aujourd'hui. » Damien a attrapé son manteau en cachemire, déjà mentalement à mi-chemin de l'aérodrome privé. Il pensait être le protagoniste de cette histoire, le puissant vice-président du développement se libérant d'une femme ennuyeuse et sans ambition. Il pensait se débarrasser d'un poids mort. Il n'avait aucune idée qu'il se tenait sur une trappe que j'avais construite avant même notre rencontre. « Rasseyez-vous, monsieur de Saint-Hubert », a dit la juge Beaumont. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids d'un marteau frappant le chêne. C'était une femme qui avait vu des empires naître et s'effondrer, et elle n'avait aucune patience pour les hommes qui se prenaient pour des dieux. Damien s'est interrompu, un froncement de sourcils marquant son front. « J'ai un vol à prendre, madame le juge. Le divorce est signé. Nous en avons fini. » Le divorce est signé, a rectifié la juge Beaumont en faisant glisser une épaisse enveloppe de couleur crème sur la table. Mais le partage des actifs exige une divulgation complète de tous les changements financiers significatifs. Et depuis 72 heures, la situation financière de votre épouse a changé. Damien a laissé échapper un court rire méprisant. Est-ce que ta mère t'a légué sa collection de dés à coudre anciens, Céline? Ou peut-être cette vieille maison de famille en Normandie? Garde-la. Je ne veux rien de ta famille. Je veux juste partir. Je n'ai pas parlé. Je l'ai simplement observé. J'ai regardé la façon dont il me méprisait, dont il méprisait ma famille, dont il méprisait l'histoire même qui lui permettait d'exister. La juge Beaumont a brisé le seau de cire rouge sur l'enveloppe. Le son a été net, comme un os qui se brise dans la pièce calme. Ceci est l'exécution du trust testamentaire pour la succession de feu Victoire de Vigny, a-t-elle lu, ses yeux parcourant la page. En tant que seule héritière survivante, le contrôle total du trust de la famille de Vigny a été transféré à Céline de Vigny. Damien a levé les yeux au ciel, consultant à nouveau son téléphone. Félicitations, Céline. Profite de ton héritage. Je peux y aller maintenant? Le trust, a continué la juge Beaumont, sa voix descendant d'un octave, détient une participation majoritaire dans un portefeuille diversifié d'actifs mondiaux évalué à environ 180 milliards d'euros. Le pouce de Damien s'est figé sur son écran. La pièce a semblé basculer. 180 milliards, a-t-il chuchoté, le chiffre lui semblant étranger. C'est impossible. C'est le territoire des fonds souverains. Le portefeuille inclut le groupe Horizon, Logistique Seine, a continué la juge de manière implacable, et la part majoritaire de contrôle d'Obsidienne Capital. Damien est devenu livide. Le sang a quitté son visage si vite que cela ressemblait à un tour de magie. Obsidienne Capital n'était pas seulement une entreprise. C'était le conglomérat qui possédait la société de développement pour laquelle Damien travaillait. C'était l'entité qui signait ses fiches de paie. C'était le propriétaire de l'immeuble dans lequel nous étions assis en ce moment même. C'est une erreur, a bafouillé Damien, son arrogance se fissurant. Obsidienne appartient à un trust aveugle. Le conseil est dirigé par une mandataire, une femme nommée Véa Valmont. De Vigny, ai-je dit. C'était la première fois que je parlais depuis qu'il était entré dans la pièce. Ma voix était calme, dépourvue de la colère qui l'attendait. Céline de Vigny.
V. Valmont n'était que le nom utilisé pour les signatures administratives. Damien m'a fixé. Ses yeux étaient écarquillés, cherchant sur mon visage la femme effacée et soumise qu'il pensait connaître. Mais elle n'était plus là. Tu détestais V. Valmont, ai-je continué en me penchant légèrement en avant. J'ai lu tes notes internes, Damien. Tu l'as traité de dinosaure. Tu l'as traité de relique aveugle qui bloquait tes progrès parce qu'elle refusait d'approuver tes raccourcis risqués sur le plan de l'urbanisme. Tu as passé 2 ans à insulter ta patronne en face sans jamais voir son visage. Toi, a-t-il croassé, agrippant le bord de la table. Tu étais au conseil. J'étais le conseil, les jeux corrigés. Tu pensais que mon silence était de la soumission, Damien, mais dans un panoptique, l'observateur doit rester silencieux pour voir la vraie nature du prisonnier. Je ne me contentais pas de rester en retrait lors de ces dîners mondains. Je t'auditais, et tu as échoué à chaque test. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était lourd, comme l'air dans une chambre forte juste avant que la porte ne se referme. Damien est resté assis là, la bouche légèrement entr'ouverte, me regardant comme si j'étais une étrangère qu'il avait croisée 1000 fois dans la rue sans jamais vraiment la voir. Il essayait de réconcilier la femme discrète qui rangeait ses chaussettes avec la présidente qui avait opposé son veto à ses propositions d'acquisition les plus risquées au cours des 24 derniers mois. J'ai regardé la réalisation le frapper par vagues successives. Ce n'était pas du regret, c'était du calcul. Il repassait les 7 dernières années dans sa tête, cherchant les indices qu'il avait manqués, mais il ne les trouverait pas parce qu'il n'avait jamais regardé vers le bas. Les gens supposent souvent que ceux qui servent le font par nécessité. Ils confondent le silence avec un manque de volonté. Damien croyait que parce que je passais mes journées à préserver l'histoire dans des archives poussiéreuses, je vivais dans le passé. Il qualifiait mon travail de pittoresque. Il qualifiait ma passion pour l'intégrité structurelle d'ennuyeuse. Pour lui, l'architecture n'était qu'une question de façade, de verre, de hauteur, de brillance. Il avait bâti sa carrière sur ce que les analystes financiers appellent la falaise de verre. Il s'épanouissait dans la volatilité, prenant des paris à haut risque et haute récompense qui semblaient brillants quand ils réussissaient et catastrophiques quand ils échouaient. Et chaque fois qu'il vacillait au bord de cette falaise, chaque fois qu'un accord menaçait de s'effondrer sous le poids de son propre ego, il supposait que c'était la chance qui le sauvait. Ce n'était pas la chance. C'était moi. Pendant des années, j'avais été la main invisible stabilisant l'échelle sur laquelle il grimpait. Lorsqu'il a proposé l'extension des entrepôts du port de Gennevilliers, j'ai été le vote anonyme qui a imposé un audit environnemental obligatoire, sauvant l'entreprise d'un procès d'1 milliard d'euros 6 mois plus tard. Lorsqu'il a voulu vider le fonds de pension pour gonfler les dividendes trimestriels, c'est moi qui ai discrètement bloqué la motion aux premières heures du matin pendant qu'il dormait à mes côtés. J'ai inversé la dynamique. Il pensait être le bâtisseur et que j'étais l'accessoire. En réalité, il était le passif et j'étais le socle. Je n'ai pas caché mon identité pour le piéger. Je l'ai caché parce que ma mère m'a appris que l'argent change la façon dont les gens vous regardent. Il transforme l'amour en transaction et la loyauté en stratégie. Je voulais savoir s'il aimait Céline l'historienne ou s'il n'aimerait que Céline l'héritière. Il a répondu à cette question le jour où il a manqué l'enterrement de ma mère pour assister à une cérémonie d'inauguration d'un centre commercial à Lyon. Il m'a dit que ce n'était que les affaires. Assise dans cette salle de conseil froide, j'ai regardé l'homme qui avait traité ma vie comme un obstacle à son ambition. Il pensait être l'architecte de notre avenir. Il n'avait aucune idée qu'il venait de remettre les plans à l'équipe de démolition. Damien ne s'est pas excusé. Les hommes comme lui ne connaissent pas la honte. Ils ne connaissent que la perte de pouvoir. Il s'est levé, a boutonné son manteau de cachemire avec des mains tremblantes et est sorti de la salle de médiation sans un mot de plus. La porte s'est refermée avec un clic, et la tempête de neige à l'extérieur a semblé l'engloutir tout entier. Mais la guerre n'était pas finie. Elle se déplaçait simplement vers un autre champ de bataille. 10 minutes plus tard, alors que j'étais assise à l'arrière de ma berline, regardant la ville gelée, mon téléphone a vibré. C'était une notification de Market Watch, un blog de potins financiers féroces que Damien lisait religieusement. Le titre a frappé mon écran avec la grâce subtile d'une masse. Une héritière instable menace la stabilité du marché. La nouvelle propriétaire d'Obsidian Capital fait-elle une dépression nerveuse? J'ai ouvert l'article. Il était anonyme, citant des initiés inquiets pour l'avenir de l'entreprise. Il dressait le portrait d'une transition de direction émotionnelle et chaotique.
Il affirmait que la nouvelle présidente était une épouse délaissée agissant par hystérie et utilisant l'entreprise pour régler un compte personnel. Il ne nommait pas explicitement Damien, mais décrivait sa situation parfaitement, le présentant comme un martyr du népotisme corporatif, un cadre brillant purgé par une ex-femme vindicative. Puis est venu le message texte. Il est apparu en haut de mon écran. L'expéditeur était simplement indiqué comme Damien. Tu possèdes peut-être l'immeuble, Céline, mais je possède le récit. Le conseil déteste l'instabilité. Si l'action chute de 10 points d'ici demain matin, ils imposeront un vote de défiance avant même que tu n'aies ton badge d'accès. Trouvons un accord maintenant. Donne-moi le parachute doré ou je réduis l'héritage de ta mère en cendres. J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas ressenti la piqûre de la trahison. Je n'ai pas ressenti l'envie de pleurer, de crier ou de l'appeler pour demander une trêve. Tout ce que je ressentais était une clarté froide et clinique. Il me donnait raison. Il n'était pas intéressé par l'entreprise. Il la prenait en otage. Il pensait que c'était une partie d'échec. Il pensait pouvoir me bluffer pour me faire plier en menaçant la seule chose qu'il savait que je chérissais, la réputation de ma famille. Mais il avait commis une erreur critique. On ne menace pas une historienne avec le passé. Nous savons comment creuser. Je n'ai pas répondu à son message. Je n'ai pas rédigé de communiqué de presse pour nier les rumeurs. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au serveur sécurisé d'Obsidienne. J'ai tapé un courriel au chef du département informatique. Objet, autorisation pour audit médico-légal de niveau 5. Corps du message, isolez tous les serveurs. Faites une copie miroir des disques durs du vice-président du développement. Accordez l'accès à l'équipe médico-légale externe immédiatement. J'ai appuyé sur envoyer. Il voulait une guerre de mots. J'allais lui donner une guerre de données. Entrer au siège d'Obsidienne Capital était habituellement une affaire discrète. Je m'inscrivais à la réception en tant que visiteuse, j'attendais que Damien finisse ses appels et je m'asseyais sur le canapé en cuir moelleux, inaperçu par le personnel. Aujourd'hui, l'atmosphère était différente. C'était la différence entre une bibliothèque et un abri anti-atomique. Alors que je traversais le hall en marbre, les conversations s'arrêtaient. Les téléphones étaient baissés. Le vigile, un homme devant lequel Damien était passé pendant 5 ans sans jamais le saluer, a ajusté sa cravate et m'a fait un signe de tête. Il a tenu l'ascenseur ouvert. Il savait. Tout le monde savait. L'épouse effacée était désormais la personne qui signait les chèques. Je ne suis pas allé au bureau de Damien. Je suis allé à la suite exécutive et j'ai convoqué Léa. Elle est arrivée 5 minutes plus tard, ayant l'air de marcher vers l'échafaud. Léa avait 26 ans, était brillante pour gérer les crises et était actuellement terrifiée à l'idée que sa carrière se termine avant le déjeuner. Elle serrait son sac à main comme un bouclier. Elle s'attendait à ce que l'épouse bafouée hurle à propos de la liaison, lui jette de l'eau au visage ou exige des détails sur Courchevel. Je ne lui ai pas proposé de s'asseoir. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la tempête de neige qui ensevelissait la ville. Votre vie personnelle ne m'intéresse pas, Léa, ai-je dit, en lui gardant le dos tourné. Les SMS, les week-ends ou les mensonges ne m'intéressent pas. Ce sont des dettes émotionnelles, et je les ai passées par perte et profit. Je me suis retourné pour lui faire face. Elle a cligné des yeux, déstabilisée par l'absence de rage. Je m'intéresse à mon entreprise, ai-je continué. Damien utilise les ressources de la firme pour mener une campagne de dénigrement contre l'actionnaire majoritaire. C'est une faute professionnelle grave. Si vous êtes impliqué, vous êtes responsable. Si vous ne faisiez qu'obéir aux ordres, vous êtes un témoin. Léa a dégluti avec peine. Elle était assez intelligente pour savoir que la loyauté envers un navire qui coule n'est qu'une façon élégante de se noyer. Il m'a dit de publier l'article, a-t-elle chuchoté. Il a dit que si nous vous faisions passer pour instable, le conseil paniquerait. Il m'a fait rédiger le communiqué de presse pour demain. Il m'a donné les fichiers. Donnez-les-moi, ai-je dit, en tendant la main. Elle a hésité, puis a fouillé dans son sac et a sorti une clé USB argentée. Il y a tout ici, a-t-elle dit, la voix tremblante. Les brouillons, la liste des médias, les courriels stratégiques. Il m'a dit de garder une sauvegarde au cas où il perdrait ses accès. Il a dit que c'était son moyen de pression. Elle pensait remettre les preuves d'une guerre de communication. Elle pensait échanger des ragots contre l'immunité. Elle n'avait aucune idée qu'elle me remettait les codes nucléaires.
J'ai pris la clé. Elle semblait froide et lourde dans ma paume. Vous pouvez partir, Léa. Les ressources humaines vous contacteront concernant votre licenciement. Elle a fui la pièce. J'ai regardé l'objet argenté dans ma main. Damien était arrogant, mais il était aussi paresseux. Il n'aimait pas transporter plusieurs clés. S'il avait dit à Léa de sauvegarder son moyen de pression, il n'avait pas seulement sauvegardé les communiqués de presse. Il avait sauvegardé tout ce qu'il avait peur de perdre. L'audit médico-légal n'a pas eu lieu dans une salle de conseil avec des tables en acajou. Il a eu lieu dans la salle des serveurs en sous-sol, un espace qui vrombissait du son agressif des ventilateurs de refroidissement et du flux invisible des données. C'était stérile, froid et brutalement honnête. Les chiffres ne mentent pas. Ils attendent simplement que quelqu'un pose les bonnes questions. Je me suis assise à côté de Kiran, l'expert comptable spécialisé que j'avais engagé 1 heure plus tôt. C'était un homme qui regardait des feuilles de calcul comme un artiste regarde une toile. Il avait branché la clé USB sur un terminal isolé. Nous avons trouvé les fichiers de communication, a dit Kiran, le visage illuminé par la lueur bleue de l'écran. C'est du sale. Mais ce n'est pas ça le problème. Quel est le problème? Ai-je demandé. La clé n'était pas seulement une sauvegarde de la campagne de dénigrement, a expliqué Kiran, tapant une commande qui a inondé l'écran de cascades de données. Monsieur de Saint-Hubert a fait une copie complète de son profil utilisateur avant de quitter le bureau hier. Il a copié tout son dossier et mes documents. Il n'a probablement même pas vérifié ce qu'il y avait dans les sous-répertoires. Kiran a cliqué sur un dossier intitulé Interne Riverside. J'ai recoupé ces rapports trimestriels avec les données brutes de cette clé, a dit Kiran. Regardez ceci. Pour les 12 derniers trimestres, Damien a déclaré un taux d'occupation de 98% pour les propriétés commerciales du Sud-Est qui ont déclenché son bonus de performance maximum. Il a pointé une colonne de chiffres rouges sur le côté droit de l'écran. Mais les relevés de dépôts bancaires réels montrent des revenus locatifs correspondant à seulement 82% d'occupation, a dit Kiran. Il y a un écart de 16%. Cela représente environ 4 800 000 € de revenus manquants. Il faisait de la location fantôme, ai-je dit, la réalisation s'installant dans ma poitrine comme de la glace. Il marquait des unités comme occupées dans le système pour atteindre ses objectifs, puis déplaçait les budgets de maintenance pour couvrir le manque à gagner. Exactement. Kiran a hoché la tête. Il volait le fonds de maintenance des immeubles pour payer son propre bonus. Il a dépouillé les actifs pour présenter une image flatteuse au conseil. J'ai fixé l'écran. Ce n'était pas seulement de la négligence. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion. C'était de la fraude. C'était un délit pénal. Damien pensait mener une bataille de divorce. Il pensait négocier une pension alimentaire. Il ne réalisait pas qu'il venait de franchir la ligne entre le tribunal civil et le tribunal correctionnel. Et plus important encore, il avait déclenché le piège que je ne savais même pas être là. Imprimez tout, ai-je ordonné en me levant. Imprimez tout et trouvez-moi le modèle de contrat de travail de 2021, celui que Damien a insisté pour que nous utilisions pour les recrutements de cadres. Kiran a semblé confus, mais j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'une historienne qui venait de trouver la preuve irréfutable dans les archives. Il y a une clause, ai-je dit doucement. La clause Saint-Hubert. Il l'a écrite lui-même pour licencier un rival. Elle stipule que tout cadre reconnu coupable de falsification de données perd toute indemnité de départ et toutes ses options d'achat d'actions. Damien voulait brûler mon héritage. Au lieu de cela, il venait d'incinérer son propre parachute doré. Les portes de la salle du conseil se sont ouvertes avec un sifflement lourd et pressurisé. Damien est entré, flanqué de son avocat, ressemblant moins à un homme confronté à un audit qu'à un général conquérant arrivant pour accepter une reddition. Il a jeté sa mallette sur la table en acajou, la même table où ma mère avait signé les documents de constitution originaux il y a 40 ans. Soyons brefs, a dit Damien, ne prenant pas la peine de s'asseoir. Il ne regardait pas les membres du conseil alignés le long des murs. Il ne regardait que moi. Mon équipe a préparé l'accord de séparation, 6 millions d'indemnités, l'exercice immédiat de toutes les options d'achat d'actions et un accord de non-dénigrement liant l'entreprise pour tout commentaire sur mon départ. Signe-le, et l'article sur ton instabilité mentale disparaît. Refuse, et demain matin, je donne une interview exclusive aux Échos. Il s'est penché en avant, posant ses mains sur la table. Ça passe ou ça casse,
Céline. N'est-ce pas ce que je t'ai toujours dit? Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas regardé son avocat. J'ai appuyé sur un seul bouton de la console devant moi. Les lumières de la pièce se sont tamisées et l'écran géant derrière moi s'est allumé. Ce n'était pas une offre de règlement. C'était une feuille de calcul. Plus précisément, les données brutes des registres d'occupation de la région sud-est. « Assieds-toi, Damien », ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais dans l'obscurité soudaine de la pièce, elle était la seule chose qui comptait. Il a froncé les sourcils, plissant les yeux vers l'écran. « Qu'est-ce que c'est ? » Ce sont des données internes. Tu n'as pas le droit de montrer ça. Colonne C, ai-je dit, pointant la télécommande laser vers les chiffres rouges. Occupation déclarée, 98%. Revenu réel, 82%. Tu falsifies les comptes depuis 3 ans pour déclencher tes bonus de performance. C'est un vol de 4 800 000 €, Damien. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. L'avocat de Damien a lentement refermé son dossier, s'éloignant de quelques centimètres de son client. C'est une erreur d'écriture, a bafouillé Damien, son visage devenant d'un rouge tacheté. Je peux expliquer ça. C'est de la comptabilité créative. Tout le monde le fait. Tu ne peux pas me licencier pour avoir atteint mes objectifs. En fait, ai-je dit, faisant glisser une seule feuille de papier sur le bois poli vers lui, je le peux, et je n'ai même pas besoin de te payer pour que tu partes. Il a baissé les yeux. C'était une photocopie d'un avenant au contrat de travail datant d'il y a 3 ans. Te souviens-tu de ceci? Ai-je demandé. Tu l'as écrit toi-même. Tu l'as appelé l'initiative zéro tolérance. Tu l'as utilisé pour licencier Marc, ce vice-président junior qui menaçait ta progression. Tu as insisté pour que le conseil ajoute une clause spécifique pour tous les cadres dirigeants. Je l'ai lu à haute voix, mes yeux ne quittant jamais les siens. Tout cadre dirigeant reconnu coupable d'avoir sciemment manipulé des données financières pour influencer sa rémunération perd tout droit à une indemnité de départ, à une rémunération différée et à des options d'achat d'actions non acquises. Le licenciement est immédiat et pour faute grave. Damien a cessé de respirer. Il fixait le papier. Il fixait sa propre signature en bas de page. L'équipe juridique l'appelle la clause Saint-Hubert, ai-je dit doucement. Tu as construit le piège, Damien. Tu as aiguisé les pointes. L'arrogance ne l'a pas seulement quitté, elle s'est évaporée. Ce n'était pas de la colère. C'était un effondrement structurel total. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il a regardé ses mains, puis la porte, puis moi. L'homme qui avait terrorisé le bureau pendant 5 ans, l'homme qui m'avait traité de poids mort, semblait soudain très petit. Il a réalisé que les 6 millions sur lesquels il comptait, l'argent pour l'appartement, les voyages à Courchevel, la vie à laquelle il pensait avoir droit, s'étaient envolés. Il n'était pas seulement licencié. Il était liquidé. Sécurité, ai-je dit dans l'interphone. Veuillez escorter monsieur de Saint-Hubert jusqu'au hall. Il n'a aucun effet personnel à récupérer. Damien n'a pas lutté. Il n'a pas crié ni fait de scène. Lorsque les 2 gardes se sont avancés, il s'est simplement dégonflé, se laissant guider hors de la pièce comme un invité qui aurait prolongé son séjour à une fête où il n'avait jamais vraiment été invité. Les lourdes portes se sont refermées derrière lui, scellant le silence. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre du sol au plafond. La tempête de neige s'était arrêtée. En bas, la ville de Paris était une grille étalée de lumières ambrées, un vaste océan d'électricité et d'ambition. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le vieux plan jauni que j'avais sauvé des archives, le dessin original de la clé de voûte de cette tour même. Damien l'avait utilisé comme sous-verre pour son whisky. Je l'ai placé dans un cadre sur le bureau. La vengeance est un feu qui brûle tout ce qu'il touche, y compris la personne qui tient la torche. Mais la justice n'est que de la clarté. C'est la pluie qui lave la saleté sur le pavé. Je n'avais pas détruit Damien. J'avais simplement appliqué ses propres règles à sa vie. J'avais retiré la pourriture pour que les fondations puissent tenir bon. J'ai regardé la chaise vide en bout de table. Je n'étais plus seulement une épouse. Je n'étais plus seulement une historienne. J'étais l'architecte de ma propre vie. En fin de compte, il a construit un monument à son ego, mais j'ai construit un héritage.